La présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Anne Hidalgo, bonjour, nous sommes ravis avec Gilles Leclerc. Bonjour Gilles de vous recevoir ce matin. Est-ce que vous n'avez pas peur? Évidemment, on va parler de la bataille entre Fillon et vous concernant les voies sur berge à Paris, mais il y a quand même un climat général qui est un climat qui commence à devenir un petit peu détestable autour de la campagne. Est-ce qu'effectivement, vous ne voyez pas arriver le risque à force de vous rejeter à la figure, c'est-à-dire entre les socialistes et le président de la République, la responsabilité de la dégradation du triple A, ça fasse le jeu de Marine Le Pen, de François Bayrou, voire de Jean-Luc Mélenchon? Toutes les enquêtes que nous avons ce matin, n'est-ce pas, Gilles, montre une progression de Marine Le Pen et François Bayrou. La campagne est dure et je pense qu'elle sera extrêmement difficile, voire même violente. On a vu des échanges de propos et ça démarre très vite, peut-être plus vite que dans d'autres campagnes qu'on a connues. Pour autant, je pense que la campagne, elle doit être là aussi pour faire dire la vérité, pour expliquer, pour faire de la pédagogie. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde où une petite phrase peut occuper notre espace commun pendant 48 heures. Mais là, c'est pas les petites phrases, c'est le triple A qui est en cause. Oui, mais le triple A, c'est quand même... C'est toi, non, c'est pas toi, c'est moi. Oui, mais je crois que les politiques sont là aussi pour d'abord expliquer leur point de vue. Et effectivement, le triple A, c'est quand même la sanction d'une politique du gouvernement. Donc ce n'est pas la France qui a été dégradée, c'est le président de la République. J'en suis vraiment convaincue. Comme l'a dit d'ailleurs François Hollande, nous ne sommes pas dans la neutralité des politiques. La gauche et la droite, c'est pas pareil. La gauche et la droite n'auraient pas fait les mêmes choix, en matière de politique fiscale. La gauche n'aurait pas choisi de faire en sorte que l'impôt sur la fortune soit conforté pour ceux qui effectivement payent aujourd'hui l'impôt sur la fortune, qu'il ne soit pas pénalisé plus que cela. La gauche ne fait pas le choix, par exemple, et François Hollande en l'occurrence, de la TVA sociale. Ce ne sont pas les mêmes choix politiques. Bien sûr qu'il y a un contexte économique mondial et une situation européenne qui pèse sur toutes les économies, mais à l'intérieur de cela, il y a des marges de manœuvre. Imaginez 30 secondes, faisons avec Gilles justement un petit peu de marche arrière. Si on avait maintenu le système des retraites tel qu'il était prévu et tel que vous l'avez défendu, les agences de notation auraient été encore plus sévères. Si vous n'avez pas voulu soutenir le fonds qui était le fonds souverain, s'il n'y avait pas ce fonds souverain pour relancer l'économie, les agences de notation auraient été encore plus sévères. Non, probablement. Les agences de notation sont un sujet en soi et la proposition que nous faisons, que fait François Hollande, c'est de dire une agence de notation indépendante, publique, européenne. Voilà. Publique, elle n'est pas indépendante. Elle sera beaucoup plus indépendante, notamment des marchés, parce qu'aujourd'hui, quand même, dans les agences de notation, ce sont les banques d'affaires qui notent. Voilà. Et les banques d'affaires, elles font quoi? Elles font en sorte qu'effectivement, ce soit leurs critères et uniquement leurs critères qui prédominent. Cet argument est recevable, mais si c'est le président qui nomme, ou en tout cas la puissance publique qui nomme les gens dans les agences de notation... Non, vous pouvez prendre des personnalités totalement indépendantes et qui vont porter l'intérêt général, par exemple européen. Ce que nous avons également préconisé, c'est que la Banque centrale européenne ait un vrai rôle. Nous sommes la seule zone géographique dans le monde à ne pas avoir une banque centrale qui nous appuie. C'est une banque qui ne prête pas aux États. C'est quand même quelque chose d'hallucinant. Je voudrais que vous répondiez, pardonnez-moi. Il y a des choix qui ont été faits, par exemple de ne pas pousser ces propositions-là. Je me souviens des propos de Nicolas Sarkozy quand on a évoqué ce rôle que pourrait faire accomplir la Banque centrale européenne. Il n'en veut pas. Donc il y a bien des différences entre la gauche et la droite en matière de politique économique. Je voudrais que vous répondiez à la question que je vous posais tout à l'heure. Pardonnez-moi, c'est pas du tout une manière d'insister inélégamment. La question, c'était François Bayrou, Marine Le Pen vont-ils profiter de cette affaire? Regardons le sondage Opinionway, qui n'est pas un sondage d'intention de vote, mais on voit quand même François Bayrou qui gagne 4 points et Marine Le Pen 1. Et dans un sondage LH2 Yahoo, ils gagnent l'un et l'autre aussi un petit peu dans tous les domaines. Donc c'est ça aussi le risque. Oui, c'est sans doute un risque. Quand Attali dit qu'il y a peut-être un risque que l'un et l'autre, ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande ne soient au deuxième tour, ce risque je n'y crois pas. Je ne vois pas cela, en tous les cas, dans les enquêtes d'opinion concernant François Hollande. Il continue à faire la course en tête. C'est normal que ça se soit un peu tassé après les primaires et là, parce qu'on rentre vraiment maintenant dans la campagne, mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette configuration. Je pense que le rôle que joue François Hollande dans cette campagne, c'est à la fois de montrer qu'un autre chemin est possible. Il y a d'autres choix en matière de politique fiscale, le choix de la justice, en matière de choix de financement public, notamment
pour la justice sociale et pour l'éducation, et en matière de politique européenne, avoir vraiment une politique plus offensive avec notamment ce que je disais sur la Banque centrale. Et juste un dernier mot sur François Hollande, c'est la crédibilité. Bien sûr que un certain nombre de candidats vont vouloir dire avec nous on va renverser la table. Mais moi ce que j'entends, je suis sur le terrain depuis déjà plusieurs semaines en faisant campagne pour François Hollande, moi j'entends une très grande inquiétude dans la population, c'est vrai, une grande volonté de changement, les gens en ont marre, ils ont envie de tourner cette page parce qu'il y a la situation économique, mais il y a aussi tout ce qui entoure ce quinquennat de Nicolas Sarkozy, et je n'entends pas forcément cette envie de renverser la table dans la population. Les gens sont inquiets, ils veulent de la crédibilité. Gilles Leclerc. Gouverner éventuellement demain pour François Hollande, dans cette situation, est-ce que le projet socialiste, c'est le seul qu'on connaisse maintenant, on attend les mesures de François Hollande, est-ce que ce projet est définitivement caduque ou pas? Ou est-ce qu'il faut tout revoir? D'abord, François Hollande va présenter son projet à la fin du mois, il y travaille. Bien évidemment, la situation économique dans laquelle on est va certainement entraîner un certain nombre de décisions sur ce projet, mais les fondamentaux du projet sur lequel est le Parti socialiste et ensuite les inflexions que François Hollande a mis dès la primaire, c'est vraiment sur la grande réforme fiscale qu'il veut agir. Ça sera un projet qui portera cette idée de justice fiscale et sociale, et puis de répartir les Est-ce que retrouver le triple A, par exemple, c'est un objectif? C'est pas en soi, enfin ça François Hollande le dira lui-même puisqu'il va s'exprimer sur l'ensemble de ce projet. Je ne crois pas que retrouver le triple A soit un objectif en soi. Ce qu'il faut, c'est retrouver la confiance, relancer aussi de la consommation. Ça veut dire mieux répartir l'effort. Aujourd'hui, l'effort pèse essentiellement sur les classes moyennes et sur les petits salaires, alors que nous avons en gros les 10% les plus fortunés qui continuent à bénéficier de tous les avantages, qu'ils soient fiscaux, par exemple, un pays que vous sociaux, connaissez bien, etc. l'Espagne, aussi est dans une très mauvaise situation. C'était une gestion socialiste. Donc la responsabilité directe de Nicolas Sarkozy, elle existe sans doute. Mais est-ce que c'est pas un peu facile de dire que c'est que Nicolas Sarkozy? Je connais bien l'Espagne et la politique qui a été conduite par Zapatero a été une politique qui a visé à donner des gages essentiellement au marché. D'ailleurs, ils l'ont pas franchement remercié pour les gages qu'il a donnés. Il a essayé de maintenir encore un niveau de protection sociale, notamment sur les personnes âgées, ce que la droite aujourd'hui en Espagne va complètement donc ça touche éliminer. Tous les gouvernements, quels qu'ils soient, gauche et droite. Je ne vais pas parler de l'exemple espagnol parce que je pense que en France, un gouvernement socialiste n'aurait pas fait la même chose. Voilà. Et je pense que la France, qui a quand même une position, notamment dans ce dialogue avec le couple, ce qu'on appelle le couple franco-allemand, la France peut peser un peu plus en Europe que l'Espagne ne pouvait peser. Et je pense que le fait que Nicolas Sarkozy se soit à la fois laissé entraîner en permanence par Madame Merkel dans l'idée qu'il ne fallait pas en demander plus à l'Europe, et en même temps en ne mettant pas des mesures comme celles qui ont été mises en œuvre en Allemagne. Je pense au chômage partiel, je pense notamment au fait qu'il faut répartir mieux le travail quand il y a moins de travail. Et Monsieur Sarkozy est resté arc-bouté sur son slogan de travailler plus pour gagner plus, qui a conduit à nous enfoncer encore plus dans la crise et dans l'austérité. Vous attendez beaucoup du plan social du 18 après-demain? Pensez mesures sociales. Il va nous expliquer la TVA sociale. C'est pas une mesure sociale, c'est une mesure qui va peser encore plus sur le pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes. Il va demander encore des sacrifices sociaux sur le front de la protection sociale. Regardez ces ministres qui, ce week-end, ont commencé à nous expliquer que même la 5e semaine de congé payé était quelque chose qui posait problème et qui collait à la peau comme un boulet aux socialistes. Non mais où on est? Vous croyez vraiment que c'est en revenant sur chacun des pans de notre protection sociale qu'on va s'en sortir? Non. Même les marchés n'en seront pas reconnaissants. La preuve, ils continuent à baisser, à dégrader les notes des États qui mènent ces politiques d'austérité. Anne Hidalgo, comment vous interprétez à Paris la lettre de François Fillon se désolidarisant des travaux que vous allez mener, ou que vous deviez mener, dans quelques jours avec Bertrand Delanoë concernant les voies sur berge? On était assez indignés parce que d'abord... C'est un coup d'arrêt?
Non, ce ne sera pas un coup d'arrêt. Mais d'abord, sur la méthode, est-ce que le Premier ministre de la France n'a pas autre chose à faire de ces journées que de venir s'occuper des voies sur berge, d'un projet d'aménagement des voies sur berge? Il n'en veut pas. On est en pleine dégradation de la note de la France. On est dans une crise économique sans précédent. Et lui, le jour où il est investi par l'UMP pour les législatives, il vient se préoccuper des voies sur berge. Et on peut réaliser ce projet sans l'État, c'est possible? Alors, c'est difficile, non, on ne pourra pas, parce qu'il y a une partie, effectivement, des quais qui sont la propriété de l'État, pas de Monsieur Fillon. Monsieur Fillon, en l'occurrence, agit plus comme un candidat UMP aux législatives à Paris que comme un Premier ministre, chef de l'administration. Vous savez, ça fait 18 mois qu'on travaille avec tous les services de l'État, mais vraiment en bonne intelligence. Bien sûr, les réserves sur la question de la circulation, on les connaît, on a même travaillé... Je rappelle qu'il s'agit d'en faire une zone piétonnière. Voilà, une grande zone piétonnière, comme font d'ailleurs toutes les grandes villes au monde. Mais alors, comment vous interprétez le fait que justement, quelques jours avant le début des travaux, tout d'un coup, ils interviennent pour dire non, alors que vous venez de le dire vous-même, vous travaillez avec les services de l'État. C'est une intervention politicienne, exclusivement politicienne, d'un homme qui est très conservateur, qui est très mal conseillé. Il est conseillé par Philippe Goujon et Jean-François Lamour. On ne peut pas dire que ce soit vraiment l'avant-garde de la modernité, de la pensée urbaine. Donc, et puis lui-même, je crois qu'il est très conservateur et que les questions d'écologie urbaine lui sont totalement Est-ce que vous étrangères. pensez que son arrière-pensée, c'est effectivement d'arriver à la mairie de Paris, à travers les législatives puis la mairie de Paris? C'est ce qu'il a déclaré, en tout cas ce que déclare son entourage, c'est qu'il vise 2012 pour 2014 parce qu'après il y a 2017. Moi la question que je pose c'est où sont les Parisiens dans ce plan de carrière de M. Fillon? Mais on aura l'occasion de Anne parler. Hidalgo, quand même, quand on regarde bien, quand on lit bien les propos de François Fillon, c'est pas... Avec réplique de Bertrand Delanoë. Voilà, il ne ce matin dans rejette pas Parisien. forcément tout en bloc, il pose un certain nombre de questions, notamment celle de la circulation Oui, mais- sur les voies sur berge rive gauche. Est-ce que est-ce que vous pouvez expliquer aux Parisiens ce matin Bien qu'est-ce sûr. que ça signifie pour eux, pour ceux qui prennent encore leur voiture? D'abord, il pose des questions auxquelles on a déjà répondu en travaillant avec le préfet de police, puisqu'il nous dit qu'il faudrait une enquête de circulation pour qu'on soit d'accord, que ce soit scientifique. Mais nous nous sommes mis d'accord avec le préfet de police, y compris sur la méthode de comptage de la circulation, pour pouvoir, bien sûr, voir au fur et à mesure de l'évolution de notre projet comment cela évolue. C'est vrai que nous avons 2,5 km de voies sur berge qui passent dans le plus beau paysage au monde. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ces 2,5 km seront désormais, enfin en tous les cas dans notre projet, interdits aux voitures. Ce seront des grands espaces de promenade, de sport, de Les loisirs, voitures de deviennent quoi? culture. Les voitures peuvent passer sur le quai haut, puisque là il s'agit du quai bas. Nous avons fait toutes les études de circulation. Nous avons même décidé avec la préfecture de police d'ajouter une file de circulation pour ceux qui connaissent sur le quai Anatole France, donc près de l'Assemblée nationale, une 4e file de circulation qui va pouvoir effectivement permettre de faire circuler les voitures. Et puis il y a tout un plan que M. Fillon ignore également d'amélioration des transports en commun, bien évidemment, sur lequel nous Dernier point, travaillons. est-ce que vous n'avez pas le sentiment donc ce matin d'être coincé entre Cécile Duflot qui arrive et François Fillon qui risque fort d'arriver? Oh non, moi je me sens très libre, vous savez, d'abord parce que je me sens bien à Paris. Cécile Paris, Duflot, Bertrand Delanoë il n'a toujours pas avalé quand même la candidature à Paris, Cécile Duflot. Bertrand Delanoë et l'équipe parisienne, dans sa grande majorité, considèrent que les parachutages, d'où qu'ils viennent, de droite, de gauche ou d'ailleurs, ne sont plus dans la culture des Parisiens. Voilà, les Parisiens, ce sont des gens qui habitent une ville, certes la capitale de la France, mais ils ont envie qu'on les prenne en considération pour eux-mêmes et pas simplement comme ville tremplin pour des destins nationaux. Je crois que ça reste, mais nous, on se sent très, très auprès des Parisiens, avec eux. Et Paris est une ville fabuleuse dans laquelle, effectivement, on peut avoir un engagement exclusif. C'est pas la peine d'aller chercher d'autres engagements. Merci Anne Hidalgo d'être venue nous voir ce matin Merci sur à l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à Merci. vous. Gilles, nous nous retrouvons demain. Vous avez un peu d'épargne, mais vous ne savez